Alors, la communication s'articulera en plusieurs parties. Je vais d'abord très brièvement présenter l'album contemporain dans sa complexité, et puis j'aborderai le sujet de ma communication qui est la mémoire littéraire des personnages. On verra qu'en effet, on a affaire dans la littérature de jeunesse d'aujourd'hui à des personnages qui ont une mémoire et qui l'évoquent. On tentera d'identifier et de classer ces personnages. Je les ai classés en 4 catégories. On s'interrogera aussi sur la finalité des auteurs. Quel est le jeu stylistique qu'il y a là derrière? Est-ce que c'est un jeu gratuit? Et le jeu lecteur, est-ce qu'il n'y aurait pas des obstacles d'apprentissage à travailler ce genre d'album dans les classes? Et puis on conclura. Alors quelques mots sur l'album contemporain, qui est en effet d'une grande complexité. Alors ça a été étudié par de nombreux chercheurs. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots? Eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle la déconstruction de stéréotypes culturels. On a affaire à des princesses qui refusent les prétendants, des sorcières qui sont plutôt aimables et aimantes. On a affaire aussi à beaucoup d'innovations dans la relation entre le texte et l'image. Jusqu'à présent, on a souvent eu en effet des albums dans lesquels l'image est redondante par rapport au texte, et depuis 20-30 dernières années, on voit apparaître des rapports de collaboration. On a besoin de l'image pour comprendre ce que l'auteur a voulu dire, et aussi des rapports de disjonction. Le texte ne dit pas ce que l'image montre. Parfois, même, ils se contredisent. On a affaire à ce qu'on appelle les dénouements ouverts, des blancs qui appellent ce que Umberto Eco appelait une collaboration active du lecteur, et on a un jeu des auteurs avec le patrimoine littéraire, ce qu'on appelle les fameux contes détournés, et c'est évidemment de ça dont je vais parler. Alors, j'ai essayé de faire une tentative, vous voyez que je prends énormément de précautions, tentative de définition et de classement. On sait tout le mal que l'on peut penser des classements. D'ailleurs, si vous êtes attentif, je ne sais pas si ça se voit sur l'image, mais mon tableau est poreux, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de bordure, parce que vous allez voir que ce n'est pas toujours facile de se dire, tiens, ce personnage-là, dans quelle catégorie je le classerai? Alors, quel est l'intérêt de classer? C'est d'essayer évidemment d'y voir un peu clair dans toute cette profusion de personnages qui semblent avoir une excellente mémoire, ou en tout cas des souvenirs extrêmement intéressants. Alors, vous voyez, je les ai classés en 4 catégories. D'abord, 2 grandes catégories. Il y a des personnages, donc dorénavant, chaque fois que vous verrez P, vous savez que ça signifie que l'on parle d'un personnage. Donc on a d'une part des personnages qui sont dotés d'une mémoire, ils ont des souvenirs, et on en a aussi qui n'en ont pas. Alors, dans les personnages qui ont des souvenirs, les premiers auxquels on va s'intéresser, ce sont des personnages qui ont la mémoire de connaissances littéraires, qui ont visiblement des connaissances, enfin, des souvenirs de lecture. C'est de cela dont on va s'occuper d'abord. Alors, dans cette catégorie, j'en ai pris quelques-uns, ils sont là sur la table, j'ai pris les albums, mais évidemment j'ai scanné les passages qui m'intéressent. Dans le déjeuner de la petite ogresse d'Anaïs Beaugelade, on a affaire à une petite ogresse, qui, comme toutes les ogresses, évidemment, a faim et va régulièrement chercher des enfants pour les manger. Et puis un jour, elle va chercher un enfant qui lui dit « Ah ah, je vous ai reconnu, parce que j'ai lu un livre qui parle de la vie des ogres. » Et qu'est-ce qui se passe? Cet enfant n'a absolument pas peur de l'ogresse, ce qui inquiète d'ailleurs l'ogresse, parce que ce comportement qui diffère des autres enfants l'inquiète un peu, parce que du coup elle se demande si cet enfant est comestible. Alors, un autre livre, alors j'ai pris exprès des albums qui font partie des best-sellers de la littérature, histoire de montrer aussi qu'on n'est pas forcément en face d'une littérature élitiste. Alors, dans Le Loup Conteur, on a plusieurs personnages, je parlerai du loup tout à l'heure, mais là je parle du cochon, parce que ça m'intéresse. On a affaire à un loup tout à fait classique qui arrive dans une ferme, mais pour animaux alphabétisés. Donc ce sont des animaux qui lisent. Donc on a un cochon, une vache, un canard. Et quand le loup arrive et qu'il hurle pour les manger, les animaux ne bougent pas d'un cil. Et d'ailleurs le cochon dit tu ne pourrais pas aller faire le grand méchant loyeur. Tu es dans une ferme pour animaux alphabétisés. Alors sois gentil, mais va faire le grand méchant loyeur et va hurler plus loin. On a donc affaire à un cochon qui n'a absolument pas peur du loup. Dans Mademoiselle Sauf-qui-peut de Philippe Corentin, on a un personnage, Mademoiselle Sauf-qui-peut, qui est une petite fille. Alors, est-ce que c'est le petit chaperon rouge? Est-ce qu'elle est héritière du petit chaperon rouge? Ce n'est pas très sûr, parce qu'elle n'est pas très obéissante. D'ailleurs, elle s'appelle Mademoiselle Sauf-qui-peut, parce que sur son passage, tout le monde crie Sauf-qui-peut. Et donc, elle va chez sa grand-mère, qui a une petite similitude. Elle va chez sa grand-mère, et là, elle voit un loup dans le lit de sa grand-mère. Et elle surveille son œil, sa bouche, et puis elle dit, mais enfin, c'est loup, qu'est-ce que c'est que ce loup? Il veut que je m'énerve. En vrai, le loup, il me croit aussi bête que le petit chaperon rouge, ou quoi? Donc on a affaire visiblement à un personnage qui connaît l'histoire du chaperon rouge et qui, du coup, n'a pas peur du loup. Autre personnage, le retour de Chaperon rouge de Geoffroy Pénard,
où on a chaperon rouge, attention, pas le petit chaperon rouge, mais bien chaperon rouge. Et comme vous voyez, sa mère l'envoie de nouveau chez sa grand-mère, c'est une manie hein, chez les mères. Tu ne cours pas par la forêt, dit maman. Je sais, le loup rôde, ne t'inquiète pas, je fais toujours le détour par la route des champs. Je sais, ne t'inquiète pas, je fais toujours. On voit bien qu'on a un personnage là qui exprime son savoir. Alors, est-ce que ce sont de simples connaissances parce qu'elle a lu, ou bien est-ce que Chaperon Rouge est conscient de son identité? J'ai mis un point d'interrogation, d'où la porosité de mon tableau. Alors, toujours dans les personnages dotés d'une mémoire de connaissances littéraires et de souvenirs de lecture, toujours le même personnage, mais pas toujours le même album, pardon, mais le loup cette fois. Parce qu'évidemment, le Chaperon Rouge a beau connaître tout ce qu'elle sait, elle va malgré tout rencontrer le loup. Mais elle est très habile, elle est futile, elle est futée, et elle est subtile, voilà ce que je voulais dire. C'est intéressant. Et donc elle rentre, quand elle se rend compte qu'elle va être en danger, elle rentre dans la première maison venue qui par chance est ouverte, et puis elle s'installe, elle dit, voyez, qu'elle dit au loup, mais mes amis vont venir, d'ailleurs, vous voyez, les bols sont déjà installés. Les bols, c'est peut-être les bols des ours dans Sucre d'or et les 3 ours. Mais qui sont tes amis, dit le loup? Hansel et Gretel, le petit Pousset, son frère cadet. Donc visiblement, là on a affaire à un loup qui a des connaissances littéraires. Des connaissances littéraires de contes, mais on a un loup qui se comporte en loup de conte. Si je dis il se comporte en loup de conte, c'est parce que les personnages qu'on a vus jusqu'à présent ne se comportent pas comme dans les contes, ils n'ont pas peur du loup, tandis que le loup, vous voyez que c'est un personnage qui se comporte comme ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un prédateur. Alors, première analyse de cette première catégorie, on a clairement affaire à des personnages qui verbalisent leurs connaissances littéraires. L'enfant qui dit « j'ai lu des histoires sur les ogres », le cochon alphabétisé, Mademoiselle Sauve qui peut, Chaperon Rouge. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire « tiens, mais quel est l'impact de cette connaissance littéraire des récits d'hier par les personnages d'aujourd'hui ?» Eh bien, on se rend compte donc que ces personnages ne se comportent plus conformément au comportement attendu. C'est un peu comme s'ils s'étaient libérés de la peur des prédateurs potentiels. Ils sont libérés de la peur du loup, de la peur des ogres. On a affaire à des enfants qui s'émancipent. Qui s'émancipent de quoi? De leurs anciens prédateurs. C'est un peu comme si on assistait à une sorte de résilience des enfants, que ce soit d'ailleurs des filles ou des garçons ou du cochon. Mais, j'insiste, le loup reste le loup des contes. Alors, je propose maintenant d'examiner la deuxième catégorie, à savoir des personnages qui ont la mémoire, non pas de lecture cette fois, mais de leur passé littéraire, qui ont un vécu personnel et qui sont visiblement conscients de leur identité. Alors j'en viens au loup conteur, parce que tout à l'heure j'ai parlé du cochon, mais on a affaire aussi évidemment dans le loup conteur au loup. Et le loup, lorsque le cochon lui dit tu es gentil, mais dégage un peu, quoi, ici on vit, on voudrait être tranquille, on va faire le grand méchant loyeur, il le prend très mal évidemment, et d'ailleurs il leur dit mais vous ne voyez pas que je suis le grand méchant loup? Donc le grand méchant loup, il n'y a pas de doute possible, la manière dont lui-même se présente au cochon, il dit je suis le grand méchant loup, sous-entendu des contes, et le cochon, nullement perturbé, lui répond mais il ne pourrait pas aller faire le grand méchant loup ailleurs. Alors un autre album que je n'ai pas encore cité, La vérité sur l'affaire des 3 petits cochons, témoignage recueilli par Sieska et Smith. Là évidemment le personnage principal c'est le loup qui tient absolument à donner sa propre version de la fameuse affaire des 3 petits cochons. Et il prend d'ailleurs le lecteur à témoin, il dit évidemment vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons, ou du moins c'est ce que vous croyez, mais je vais vous donner un bon tuyau, personne ne connaît la vérité, parce que personne n'a entendu ma version de l'histoire. Alors il se présente, ce fameux loup, il s'appelle Léo, il se présente ainsi, le loup c'est moi, Léonard Eugène Loup. Je ne sais pas comment cette affaire a démarré, mais c'est des salades. Donc le loup visiblement est tout à fait conscient d'être le loup. D'ailleurs c'est pour ça qu'il veut donner sa propre version d'un conte traditionnel. Alors, tout à l'heure je vous ai présenté le retour de Chaperon Rouge, mais avant cela, Geoffroy de Pénard avait écrit Chaperon Rouge. On est toujours dans des personnages qui ont la mémoire de leur passé littéraire, mais ici, pour ce personnage-ci, remarquez que je l'ai mis en rouge, j'ai un petit doute sur le fait que, est-ce que le personnage est conscient d'être une espèce de renouvellement du Chaperon Rouge? En tout cas, on a toujours affaire à ce personnage qui va chez sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère, c'est plus court que par la forêt. Oui, oui, je sais, il y a le loup, je connais la musique. Donc au niveau, je sais, l'expression de son savoir par le personnage, mais est-ce que ce sont de simples connaissances qu'elle a, ou est-ce qu'elle est tout à fait consciente
d'être une espèce de chaperon rouge renouvelé. Donc, est-ce que j'aurais dû la mettre dans la catégorie 1? On aura peut-être l'occasion d'en discuter dans la pause. Alors, toujours là-dedans, dans le même album, Chaperon rouge, bien évidemment, qui dit qu'on a Chaperon rouge dit que vraisemblablement le loup n'est pas loin. Et en effet, on a un loup. Et elle le rencontre, mais elle le prend pour un chien. Et alors, le loup, de nouveau, est très vexé. Les loups, remarquez, sont excessivement vexés lorsqu'on ne les reconnaît pas. Et il dit, mais je ne suis pas un chien, je suis le loup. Remarquez le déterminant que j'ai mis en caractère gras. Je ne suis pas un loup, je suis le loup. Donc c'est un article défini, un déterminant défini qui montre bien que le loup sait très bien qui il est. Chaperon rouge. Mais non, tu n'es pas le loup. Mais tu t'es vu avec ta bonne bouille de tout gentil. Donc elle est persuadée qu'elle a affaire à un chien. Et en fait, j'espère que pas trop vite, voilà. Le loup insiste d'ailleurs, mais si, je suis le loup. Ah, c'est ça, dans tes rêves peut-être. Donc, on a affaire à un loup qui est conscient d'être le loup. Et Chaperon rouge et la grand-mère, d'ailleurs, eux, quant à eux, ils ne pensent pas avoir affaire à un loup. Ils pensent avoir affaire à un chien. Et c'est ainsi d'ailleurs que Chaperon rouge va arriver dans la maison de sa grand-mère. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un animal, et en fait, c'est l'animal qu'elle a tabassé. Mais elle voit ce qu'elle prend, je ne sais plus très bien si c'est un chien ou un loup. Et alors, elle pense quand même là, à ce moment-là, avoir affaire à un loup. Est-ce que tu m'entends, mère grand? Je vais sortir de là. Donc visiblement, Chaperon rouge, c'est quand même bien que les loups mangent les grands-mères. Donc elle ouvre la gueule de cet animal et elle cherche la grand-mère à l'intérieur. Elle dit, t'inquiète, je vais sortir de là. Donc on a un savoir de Chaperon rouge qui lui permet, pense-t-elle, de sauver sa grand-mère. Visiblement, elle se souvient quand même d'une histoire dans laquelle il y a dû avoir un problème entre un loup et une grand-mère. Donc, est-ce que là, on a affaire à des souvenirs de lecture ou est-ce qu'elle est consciente de son identité? J'ai mis le point d'interrogation. Alors, dans Le loup est revenu, vous connaissez sans doute l'histoire, c'est l'histoire d'animaux qui se rendent compte que le loup est revenu dans la région. Les animaux, qui sont-ils? Les 3 petits cochons, la chèvre et 7 chevreaux, l'agneau, Pierre et le petit chaperon rouge. Et ils sont très inquiets, évidemment, puisque le loup est revenu. Donc, le titre montre déjà qu'il est question d'un retour d'un animal avec lequel ils ont eu des problèmes. Et en effet, ce sont les journaux qui diffusent la nouvelle du retour du loup. Et ils viennent tous frapper dans la maison de M. Lapin pour demander l'asile. Et les 3 petits cochons disent, ouvre, ouvre, M. Lapin, tu as vu la terrible nouvelle, nous avons terriblement peur du loup. Ils ont terriblement peur, donc visiblement il y a un souvenir traumatisant. La chèvre dit la même chose, connais-tu l'affreuse nouvelle? Le loup est revenu. Et l'agneau dit, ben, je ne peux pas rentrer chez moi parce que tu as vu, le loup est revenu, j'étais là en bas du ruisseau, là on a affaire à l'agneau de la fable de La Fontaine. Et donc ces animaux viennent demander l'asile à M. Lapin et ils vont se retrouver chez lui. Et à la fin, arrive quand même le loup. D'ailleurs, ce n'est pas un toc-toc qu'on entend, mais c'est un boum, boum, boum. Et les animaux sont tous là, donc tous les animaux qui ont eu des soucis avec le loup, tous les animaux, j'oublie qu'il y a Pierre, mais Pierre avait plutôt, lui, réussi sa quête, et lui avait réussi à emprisonner le loup. Hein, c'est le fameux Pierre, évidemment, de Pierre et le loup. Et donc, tous les personnages se coalisent, se solidarisent, et lui disent, loup, nous n'avons plus peur de toi, mais si tu promets de nous raconter des histoires de loups qui font peur, nous t'invitons à dîner avec nous. Donc là, on a affaire à la solidarité entre des personnages qui du coup terrassent leur traditionnel prédateur. Alors, si on analyse cette catégorie 2, on est dans un phénomène qui a été très longuement étudié par les théoriciens du récit, mais des théoriciens du récit pour littérature pour adultes, notamment Genette. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de transtextualité? Eh bien, nous dit Genette, c'est tout ce qui met le texte en relation manifeste ou secrète avec d'autres textes. Et c'est bien face à ce phénomène qu'on se trouve en présence ici. Vous avez remarqué que le prédateur affirme son identité, je suis le loup, le grand méchant loup, le loup c'est moi. Et les personnages, qui sont les ex-victimes, expriment parfois leur peur, mais visiblement leur mémoire des événements passés leur permet de repousser le prédateur dans ses limites et d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Et donc, à nouveau, je me suis interrogée sur l'impact de cette connaissance de récits d'hier des personnages d'aujourd'hui. Ils ont à nouveau un comportement qui s'écarte du comportement attendu. Ils se libèrent de la peur des prédateurs potentiels. Le petit chaperon rouge s'émancipe, le cochon aussi. Et les anciennes victimes font preuve de solidarité. Alors, je propose maintenant qu'on aborde la 3e catégorie, qui est un peu particulière. Là, je vous présenterai des personnages qui ont la mémoire de connaissances littéraires, qui ont des souvenirs de lecture, mais qui en plus
sont conscients d'être un personnage de fiction. Donc, ils ne sont pas forcément conscients de leur identité de personnage ayant un vécu personnel, un vécu littéraire, et ils sont conscients d'être un personnage manipulé par un auteur. Alors, dans cette catégorie, j'ai placé un fabuleux album de Rascal et Claude Capubois, Petit Lapin Rouge. On a affaire à deux personnages, le lapin et le petit chaperon rouge. Bonjour, dit le lapin, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Chaperon Rouge. Le petit chaperon rouge, le vrai? Ben oui. Et tu vas de ce pas rendre visite à ta mère grand avec ton panier rempli de galettes et d'un pot de beurre? Ben tu en sais des choses, mon lapin. Mais nous n'avons qu'un livre au terrier, c'est celui qui raconte ton histoire. Je ne savais pas que tu existais vraiment. Ah, et dans ce livre qui raconte mon histoire, est-il écrit que nous nous rencontrons dans le bois? Oh non, non, c'est un loup que tu dois rencontrer. L'as-tu déjà croisé? Mais non, je n'ai pas vu le loup. Mais dis-moi, mon lapin, comment finit-elle mon histoire? Horriblement mal, mon pauvre chaperon, si mal que jamais, jamais je n'oserais te la conter. Aïe, 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 que vais-je devenir? Maman m'avait pourtant bien dit de ne pas m'éloigner du chemin, de ne pas parler aux inconnus. Alors, aïe, aïe, à la fin, les deux personnages, le lapin et le petit chaperon rouge, décident d'écrire leur propre fin. Aïe, aïe, deux horribles fins, parce qu'entre-temps, le petit chaperon rouge aussi a dit à lapin rouge, mais qui es-tu toi alors? Moi je suis le petit lapin rouge. Ah, oh, vrai, le petit lapin rouge, on n'a aussi qu'un livre à la maison et on a lu ton histoire. Et le petit lapin rouge lui demande, ben alors, tu connais la fin de ton histoire? Comment finit-elle? Oh, terriblement mal, tu vas finir en bon plat sur la table avec un peu de raisin. Alors évidemment, les deux personnages décident que ça commence à bien faire. Aïe, aïe, deux horribles fins, qu'allons-nous devenir, chaperon? J'ai une idée, mon lapin. Nous allons jouer un tour à ces écrivains en décidant tout seuls de nos fins. Quelle bonne idée, chaperon. À toi l'honneur. Alors, un autre album extrêmement amusant de Rebrec et Mabir, Le loup tombé du lit. On a affaire à un loup qui est dans un livre de la chambre de la petite Zoé. Zoé a énormément de livres. Et le loup, pas de bol, il est tombé du livre. Et donc il est dans la chambre il y a un chat. Et le chat veille sur l'intégrité physique de la petite Zoé, c'est le chat de Zoé. Et donc le chat poursuit le loup, qui a une dimension, il faut bien le reconnaître, qui est de taille à ce que le chat puisse maîtriser le loup. Hein. Nous sommes évidemment dans la fiction. Et donc, ce loup va essayer, évidemment, comme il est poursuivi par le chat, il va essayer de remonter dans une histoire. Mais il n'arrive jamais au bon moment dans les histoires. Vous voyez? Alors il essaya, j'ai un peu mal, c'est très petit sur... il essaya... Voilà. Il essaya d'entrer dans le livre par une autre page. Mais là, d'autres loups lui ont dit « Ah, c'est malin, c'est à cette heure-ci que tu arrives, quand l'histoire est terminée. Bah, bravo, hein, belle conscience professionnelle. » Le chat s'en rapprochait de plus en plus, il fallait que le loup se sauve et vite. Et alors, le loup, vous voyez, il va grimper dans la bibliothèque à la recherche d'un autre livre. Alors, il essaye, ce pauvre loup. Et puis, le loup chercha un livre au hasard et y pénétra. Une forêt, ça me plaît, se dit-il, il marcha longtemps. Soudain, il vit assis sur un tronc d'arbre une petite fille habillée de rouge qui pleurait. La petite fille vêtue de rouge, on a envie de se dire, c'est évidemment le petit chaperon rouge. Alors, en même temps, on se dit, c'est bizarre, c'est une petite fille vêtue de rouge qui attend le loup qui n'arrive pas. Et elle ne semble pas reconnaître le loup, qui ne la reconnaît pas non plus, mais qui semble reconnaître la forêt. Et d'ailleurs, voilà ce que lui dit le loup. Mais qu'est-ce qui se passe, demanda le loup, pourquoi tu pleures? Ben, je suis en route pour apporter des galettes et un petit pot de beurre à ma grand-mère. J'avais rendez-vous avec un loup, mais il n'est pas venu. Alors le loup, évidemment, lui répond, mais je suis là, moi, je suis un loup, je suis tout noir, et j'ai de grandes dents, si tu veux, je peux t'aider. La petite fille le regarda à travers ses larmes. Tu veux bien? Tu n'as pas la chair de M. Seguin à manger ou des moutons à dévorer? Et donc, visiblement, ben, le loup, il connaît ses classiques. Donc je pourrais le mettre aussi dans la catégorie 1, puisque visiblement il sait très bien ce que font les loups dans la littérature. Et la petite fille, visiblement, a des connaissances aussi. Elle a la mémoire des personnages qui sont dévorés par le loup dans les contes ou fables, puisqu'elle lui parle de la chèvre de M. Seguin ou des moutons à dévorer. Alors, voilà comment se termine cette histoire. Non, répondit le loup, j'ai tout mon temps. Tu veux bien m'accompagner chez ma grand-mère? En chemin, je t'apprendrai ton texte. D'accord. Et ils partirent bras dessus, bras dessous. En arrivant à la maison de grand-mère, tu n'oublieras pas de te déguiser, dit la petite fille. T'inquiète pas, répondit le loup, je connais mon métier. Hein. Donc,
On a visiblement une petite fille qui est consciente d'être un personnage parce qu'elle lui dit « Je t'apprendrai ton texte et tu n'oublieras pas de te déguiser ». Donc elle est consciente d'être un personnage et consciente aussi du fait que le personnage qu'elle rencontre est lui-même un personnage de fiction. Et le loup répond « Je connais mon métier », donc conscience d'être un personnage qui connaît visiblement son histoire. Alors, si on prend un petit peu de recul et de distance par rapport à cette troisième catégorie, là encore on va chercher les grands théoriciens du récit, Genette, et on est en présence d'un phénomène, d'une technique narrative qu'on appelle la métalepse. Qu'est-ce que c'est que la métalepse? C'est la transgression du seuil de la représentation. Pour le dire autrement, je cite toujours Genette, manière plaisamment équivoque de revendiquer la liberté d'invention du romancier qui mène à sa guise le destin de ce personnage. Alors c'est intéressant évidemment puisque Genette, on dénude en quelque sorte le procédé, c'est-à-dire qu'on dévoile le caractère imaginable, imaginaire et donc modifiable de l'histoire racontée. Et donc du coup, on casse ce qu'on appelle le contrat fictionnel. Qu'est-ce qu'on appelle le contrat fictionnel? Mais quand vous ouvrez un ouvrage de fiction, quand vous regardez un film, vous savez que ce que vous allez voir n'est peut-être pas une représentation fidèle de la réalité, mais vous jouez le jeu. C'est une espèce de contrat, de pacte entre vous et l'auteur. Alors de ce contrat, dit Genette, personne n'est dupe, sauf peut-être les lecteurs plus jeunes. Alors évidemment, c'est interpellant parce que Genette, je l'ai dit, n'a pas du tout analysé les récits en se demandant comment ces récits pouvaient être accueillis par un jeune public, mais donc on reviendra sur les lecteurs plus jeunes. Parce qu'en effet, ça peut poser des problèmes de lecture et de compréhension aux lecteurs plus jeunes. Alors, on a bien vu qu'ici, dans cette catégorie, on a deux phénomènes. La métalepse, avec de beaux exemples d'enchâssement. Dans le récit Petit Lapin Rouge, on a le récit de Petit Lapin Rouge, mais dans lequel on a en fait le récit de deux personnages. Et donc, ces deux récits sont eux-mêmes enchâssés dans le récit de Petit Lapin Rouge. Et dans Le Loup tombé du livre, eh bien, le loup tente de rentrer dans les histoires des livres de la bibliothèque de Zoé pour échapper au chat. Donc on a bien ce phénomène d'enchâssement. Mais on a toujours le phénomène de transsexualité dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque le Petit Lapin Rouge fait clairement allusion au Petit Chaperon Rouge. Par contre, le conte Petit Lapin Rouge, il ne me semble pas qu'il existe. D'ailleurs, je pense avoir entendu de Rascal que lui-même disait qu'il avait inventé ça pour les besoins de son enchâssement. Dans Le Loup tombé du livre, et si certains d'entre vous ont entendu parler d'un conte qui s'appelle Le Petit Lapin Rouge, je suis évidemment preneuse. Et donc dans Le Loup tombé du livre, on a un loup qui exerce son métier de loup et qui intervient dans les histoires. Tu n'as pas la chair de M. Seguin à manger ou des moutons à dévorer. Donc on a clairement encore un phénomène de transsexualité. Alors quel est l'impact, à nouveau, de cette connaissance sur le comportement des personnages? Ici c'est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a la volonté d'être maître de son destin et de ne plus être à la merci des auteurs. Et on a un phénomène qui est aussi récurrent dans la littérature de jeunesse et dans les albums pour enfants, c'est des fins ouvertes. C'est-à-dire que le lecteur doit lui-même imaginer la fin, il doit collaborer. C'est un processus que certains apprécient, d'autres pas. Alors, il nous reste la dernière catégorie, c'est-à-dire la catégorie que j'ai intitulée « Personnages sans mémoire ». Vous allez voir que je vais devoir un peu nuancer. Alors, l'album que j'ai choisi pour illustrer cette catégorie, c'est Le Loup sentimental, assez connu. Et le personnage principal, c'est le loup Lucas. Alors, Lucas décide de vivre sa vie, il est grand, il doit devenir autonome, et le père donne à son fils Lucas, qui quitte le domicile, une liste de ce qu'il peut manger, ce qui est évidemment très intéressant, parce que là, on se dit, ah, on va sans doute avoir affaire aux proies traditionnelles du loup. Mais le lecteur n'a pas accès à la liste. On voit bien que le père donne cette liste, mais nous, lecteurs, nous n'y avons pas accès. Alors, ce loup, Lucas, qui est un loup sentimental, donc on nous annonce quand même dès le titre que c'est un loup qui pourrait ne pas se comporter comme les loups traditionnels, eh bien il ne reconnaît pas les personnages. Voyez, il dit « Qui êtes-vous » s'enquiert-il poliment. « Je suis la chèvre. Et voici mes 7 petits chevreaux. Vous figurez en bonne place sur ma liste, constate Lucas. Je vais donc vous manger. » Ensuite, il rencontre le petit chaperon rouge, mais il ne la reconnaît pas. Il ne la reconnaît pas. Et alors on lui dit « Mais qui es-tu » ? « Je suis le petit chaperon rouge, répond la petite fille en tremblant. Tu es sur ma liste, je vais te manger. » Donc, le loup ne reconnaît pas le petit chaperon rouge, mais elle l'a bien reconnu, puisque l'auteur le dit en tremblant. Alors, à la fin de l'album, notre loup sentimental, qui est tellement sentimental que du coup, il a fait passer pas mal de bonnes choses à manger, va se retrouver dans une maison dans laquelle il y a un ogre, il va manger l'ogre, et puis il entend des voix, et il se rend compte qu'il y a des enfants qui sont emprisonnés, et il va les délivrer. On a évidemment affaire au petit Pousset et à ses frères,
Et donc il déverrouille la porte. Qui êtes-vous? Je suis le petit poussé, voici mes frères, et nous tenons à te remercier de tout cœur. Et donc le loup leur dit, ben, c'est votre jour de chance. Hein. Et là, tout à coup, nous, lecteurs, nous avons accès à la liste, et c'est ainsi que nous voyons que le loup barre tous les animaux que son père lui avait indiqués sur la liste, et il place à la place, il inscrit le mot ogre. Alors, ce qui est intéressant, vous avez remarqué, c'est que le loup n'a pas cette mémoire, visiblement. Les autres personnages, oui, mais le loup pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien un phénomène de transsexualité, mais ça n'implique pas systématiquement que les personnages se souviennent de leur passé. Parce qu'on pourrait croire avec mes trois autres catégories qu'on a compris, dès qu'on a un phénomène de transsexualité, on est sûr d'avoir affaire à des personnages qui se souviennent de certaines choses d'un vécu. On voit qu'ici, ce n'est pas forcément le cas. Le loup n'a pas de connaissance, mais les autres personnages, oui, puisqu'on nous parle de peur et de tremblement. Alors, chose intéressante aussi, c'est la présence du père, qui est assez discrète, mais quand on y réfléchit bien, c'est le père qui est le passeur de la connaissance. C'est lui qui donne la liste, c'est lui le détenteur de la mémoire. Alors, vous voyez, on a passé en vue nos quatre catégories, un peu poreuses, hein, vous l'aurez constaté, avec ce que j'ai appelé une transsexualité légère, une plus assumée, des procédés qui relèvent de la transsexualité et de la métalepse, et puis une simple transsexualité. Alors, ce qu'on peut se demander, maintenant qu'on a analysé tout ça, c'est la finalité des auteurs. On a entendu tout à l'heure une conteuse qui prenait un peu ses distances avec les contes détournés et les parodies de contes. Est-ce que c'est un jeu littéraire gratuit? Alors, Conan Pintando, qui est la spécialiste des contes détournés, me dit ceci: le procédé le plus fréquent montre un protagoniste qui rencontre successivement dans la forêt de préférence tel ou tel héros qu'il va ou non identifier. La forêt, véritable lieu commun du conte, et ça se confirme aussi dans les albums que je vous ai présentés, favorise la conjonction de nombreuses histoires. Ces mélanges reprennent le principe du conte en randonnée et fonctionnent par accumulation d'épisodes sans structure narrative élaborée. L'objectif, dit cette chercheuse, est moins de raconter une histoire que d'inviter le lecteur à reconnaître les personnages. Alors, certes, mais en sommes-nous si sûrs? Je me suis quand même demandé si au-delà de ce jeu, qui consiste à dire, j'espère lecteur que tu reconnaîtras les personnages que j'ai insérés dans mon récit parodique, je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas une volonté de remettre en question des valeurs ou les morales des contes anciens. Par exemple, quand on y réfléchit, dans les contes traditionnels, on a parfois la sanction de la désobéissance des enfants aux parents. C'est le cas du petit chaperon rouge. On lui avait bien dit de ne pas prendre ce chemin-là. Et cette sanction devient finalement, quand les auteurs réutilisent les petites filles, en fait, elles s'émancipent. Certes, elles prennent des chemins de traverse, mais elles s'émancipent. Et donc, on a affaire des héroïnes qui décidément décident que, tant pis, quoi, elles vont quand même prendre leur chemin. Et alors, ce qui confirme cette impression que j'ai, c'est, je ne vais pas vous la passer, on n'a pas le temps, mais une interview de Geoffroy de Pénard qui assume totalement l'idée que, quand il était enfant, cette petite fille qui systématiquement se fait avoir, ça commençait à bien faire, quoi. Donc il avait envie de lui donner une autre chance, de lui donner une autre vie littéraire. On remarque aussi qu'on a affaire à de la solidarité dans des anciennes proies. Elles se mettent ensemble pour, en quelque sorte, terrasser le loup. Et on a aussi ce qu'on appelle l'autodétermination, puisqu'on a vu qu'on avait des personnages qui décident de leur destin, et qui décident de sortir d'un destin tracé par une instance, en l'occurrence un auteur. Alors il est grand temps, puisque je vous ai dit en introduction que j'étais didacticienne, ce qui m'intéresse évidemment, c'est très gentil tout ça, on s'est bien amusé, je me suis beaucoup amusée à relire toutes ces histoires et à tenter de les classer, et le jeune lecteur dans tout ça. Donc, un didacticien se doit évidemment d'examiner les obstacles d'apprentissage. Et ici, on voit bien qu'il y a un risque, c'est-à-dire la méconnaissance du texte source. C'est ce que dit Bonnery. Alors Bonnery, c'est un sociologue de la littérature. C'est toujours intéressant d'entendre le propos de gens qui s'inquiètent justement d'un écart entre des enfants qui sauraient parce qu'à la maison on lit et des enfants qui ne savent pas. Et voilà ce qu'il nous dit. Alors, l'article dont j'ai tiré sa citation, c'est un article qui s'intéresse surtout justement au personnage du loup. Les albums mettant en scène des loups sont structurés autour d'un modèle social de lecteur et de l'activité de lecture, tel qu'ils suivent un lecteur pré-instruit du patrimoine avec lequel on joue. Soit la figure du grand méchant loup en tant que tel, soit les formes culturelles spécifiques qui la mobilisent. J'avance un peu dans la citation. Alors il dit qu'évidemment, il n'est pas forcément indispensable de connaître chacune des œuvres, mais la connaissance d'une certaine masse critique des allusions est indispensable
pour saisir qu'on fait ici allusion au patrimoine d'histoire dans lesquels on a affaire à un grand méchant loup dont on va détourner certaines caractéristiques. Il n'a pas tort, donc c'est évidemment le danger d'avoir une littérature qui aujourd'hui détourne les contes et qui ferait qu'on oublierait qu'il y a là en dessous ce qu'on appelle un hypotexte ou un texte source. Renan Patato dit la même chose, et dit en raison de l'inflation du parodique dans la littérature de jeunesse, on s'expose de plus en plus à ce que de jeunes lecteurs abordent les contes détournés avant d'avoir rencontré leurs sources. Alors, Bonnery dit aussi à ce propos que les inférences qu'on va donc exiger des enfants sont de plus en plus implicites. Le lecteur est supposé procéder spontanément à ces mises en relation entre indices iconiques, textuels et typographiques. Et donc, dit-il, j'avance un peu dans la citation, quand plusieurs niveaux de lecture existent, la question des inégalités se pose. Oui, en effet. Alors, on ne va pas évidemment faire ce constat sans se demander quelles sont les pistes didactiques, les perspectives didactiques que l'on peut mettre en place pour lever ces obstacles. Il n'est évidemment pas question de battre en retraite. Au contraire, le rôle de l'école, c'est évidemment d'établir le lien entre les contes du patrimoine et les récits parodiques ou albums postmodernes. Il est évidemment extrêmement intéressant d'observer le procédé de réécriture et de verbaliser les valeurs défendues dans ces récits que j'appelle des récits mis à jour. Comment? Eh bien, depuis plusieurs années, Catherine Tovron, mais aussi Schneider, et moi-même j'ai travaillé un peu sur le sujet, il y a un dispositif extrêmement intéressant qu'on appelle la mise en réseau, et qui consiste à mettre en réseau les récits modernes et anciens, les comparer, partir de l'album moderne pour relire les contes anciens et voir leur filiation. Alors, en conclusion, il me semble qu'on peut ainsi aussi construire non seulement des connaissances littéraires qui font très souvent défaut aux enfants, mais aussi on peut aussi construire une école citoyenne. Et pour moi, il y a trois objectifs de l'école citoyenne à travers cette mise en réseau de contes anciens et d'albums postmodernes. Nourrir la culture de l'élève. On peut en effet, on doit en effet entretenir la mémoire du patrimoine littéraire des contes, et ces contes postmodernes nous permettent de le faire sans sombrer dans le conservatisme. En quelque sorte, on pourrait considérer que ces contes détournés sont une manière de sauver les textes anciens de l'oubli par cette seconde jeunesse. Donc pour moi, il n'y a pas de procédé iconoclaste, il y a au contraire un chemin de traverse extrêmement intéressant à prendre. C'est le cas de le dire quand on s'occupe du loup et du petit chaperon rouge. Autre objectif de l'école citoyenne, c'est sensibiliser aussi à la révision de la hiérarchie des valeurs. On peut considérer aussi que les contes ont souvent évidemment mis en évidence l'obéissance à une personne adulte. Je ne suis pas en train de prôner la désobéissance, mais parfois la désobéissance est bonne conseillère. Et en tout cas, il y a des valeurs qui sont mises en question. Et en tout cas, ce à quoi on assiste, c'est un refus de l'habitude comportementale dans un monde nouveau où certains n'acceptent plus le rôle qui leur a été distribué. Et aux valeurs nouvelles, et qui sont évidemment indispensables à l'équilibre de nos sociétés contemporaines, à savoir déconstruire des stéréotypes, aller vers une connaissance de l'autre, parce qu'en effet, déconstruire les stéréotypes du loup, de la sorcière, des personnages, c'est aussi accepter de regarder l'autre un peu autrement, c'est aussi s'émanciper de ses peurs, et c'est aussi prôner la solidarité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.